Bonjour à tous, merci encore de votre fidélité. Je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de School TV Le Mag, une demi-heure sur la scolarité de vos enfants. Aujourd'hui, on se met en mode extra-school, extra-scolaire. C'est parti pour le sommaire de cette nouvelle émission. Vos enfants ont-ils déjà, oui ou non, testé le basket? La musique en plus, c'est magnifique. L'amour pour la balle orange ne se dément pas en France et cela commence dès le plus jeune âge. Vous le verrez dans un instant avec Irina Capron, Michael Jordan, LeBron James et j'en passe. Le basket avec ses illustres stars américaines en Europe, ça reste le sport collectif par excellence. Quelle est l'essence de ce sport? Qu'apporte-t-il à vos enfants au quotidien sur le plan physique et mental? La réponse dans un instant. Et puis ce n'est pas un secret, la France aime le basket et ce sport, eh bien, le lui rend bien. Les Bleus, femmes et hommes confondus, rayonnent sur la scène internationale ces dernières années. La relève est-elle prête? Où en est la formation? On en parle dans un instant avec nos invités, avec Abigail. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Vraiment très heureux de vous recevoir. Merci beaucoup. Équipe de France de basket internationale, bien évidemment. Pivot. On en parle dans un instant. En plateau également, Laura Girard, basketteuse en amateur. Ma chère Laura, comment ça va? Ça va super. Ça va, pas trop stressée? Ça va. Je me permets, on se connaît un petit peu parce que Laura travaille avec nous, effectivement. D'habitude, elle est en coulisses, si je puis dire. Elle participe à la réalisation de l'émission, à tout l'éditorial. Mais c'est aussi une joueuse qui gagne à être connue. Effectivement, elle évolue en amateur du côté du SBO, le Sud Basketoise. Et avant, c'était le EFMBC. Dans le Val d'Oise. C'est parti pour la loupe. Avec une autre spécialiste de basket, Irina Capron. Salut Irina, qui a inventé ce sport? Alors, il s'agit d'un Canadien naturalisé américain, James Naismith. Oui. La veste? Oui. Il y a un truc avec Vous le avez basket compris? ou... Bah oui. D'accord, vous ne laissez Le rien. ballon. Mon Dieu. La même couleur. Eh oui. J'aime bien, moi, faire des petits rapprochements comme bon, ça. Bon, bah, vivement l'émission tennis, alors. J'ai compris. J'ai compris, il n'y a pas de souci. Qui a inventé le basket, Irina? Alors, James Naismith enseignait l'éducation physique à la International YMCA Training School, connue aujourd'hui sous le nom de Springfield College, dans le Massachusetts, aux États-Unis. Ça passe. Ouais, je l'ai passé, je suis contente. Massachusetts, magnifique baby. En fait, en 1891, lors d'une journée d'hiver, le professeur a dû maintenir ses étudiants actifs en intérieur. Donc, il a demandé au concierge de l'université de lui apporter deux boîtes carrées pour faire des buts. Mais à la place, il a ramené 2 paniers de récolte de pêche. Mais c'est là qu'il a eu l'idée de les suspendre à 3 mètres de haut de part et d'autre de la salle. Et les joueurs devaient jouer collectivement afin de rentrer le ballon dans le panier. Alors, c'est un premier match qui ne s'est pas très bien passé puisqu'il a fini en bagarre, mais c'est là que James... J'ai dit vraiment, c'est une super idée, les gars. Mais c'est là que James Naismith a commencé à rédiger quelques règles et au fil de mois, il continua de les modifier pour arriver aux 13 règles originelles du basketball. Et c'est le premier match disputé en public qui va véritablement faire émerger ce sport? Effectivement, le premier match de basketball devant un public a lieu en 1892. C'était les professeurs contre les élèves et c'est d'ailleurs cette année-là qu'une professeure de gym, Senda Berenson, a présenté ce nouveau jeu aux équipes féminines d'athlétisme et le premier match féminin interuniversitaire a été disputé en 1896 entre l'université de Stanford et celle de Berkeley. Donc au fil des années, le sport émerge et gagne en popularité. Il est introduit en guise de sport de démonstration aux Jeux Olympiques de Saint-Louis en 1904, mais il faudra attendre 1936 pour que le basket soit considéré comme un sport officiel et 1976 pour que le basketball féminin soit représenté aux Jeux Olympiques. La balle a toujours été orange. Alors pas le premier, j'imagine, pas le premier match où ça s'est mal passé. Alors déjà, les paniers de pêche ont vite été remplacés en 1906 par les arceaux métalliques avec des panneaux accrochés à l'arrière. Et concernant le ballon, au tout début, le basket se jouait avec un ballon de foot. Après, les premiers ballons pour les baskets étaient bruns et ce n'est qu'en 1950 que le joueur Tony Hinkle a introduit le ballon orange pour qu'il soit plus visible pour les joueurs mais aussi pour les spectateurs. On aime, on adore le basket en France. Il y a combien de licenciés? Alors la fédération française de basket a compté plus de 678 000 licenciés en club pour la saison 2021-2022 avec 65% d'hommes et 35% de femmes. C'est un record cette année. Et le basket est le deuxième sport collectif le plus pratiqué en France. C'est le premier sport collectif féminin et c'est un sport qu'on peut commencer très jeune, vers l'âge de 3-4 ans. Pourquoi faut-il mettre ses enfants au basket? Alors c'est un sport qui va vous faire apprendre l'esprit d'équipe, le respect des consignes
et des règles. L'un des avantages du basket, c'est que vous pouvez vous entraîner et progresser seul. Un simple ballon vous permet de travailler vos fondamentaux. C'est un sport qui va permettre de gagner en confiance. Le joueur va également développer sa coordination, son adresse. Il va devoir se concentrer, appréhender son corps, affiner sa motricité. Et ça permet également tout simplement d'améliorer sa condition physique, puisque le basket est un sport très cardio. Quand est né le basket, Aura Girard? Voilà. Elle vous a pas écouté. Voilà, c'est terrible. Dieu, elle vous met la pression. Elle vous met la pression d'habitude en régie et voilà. Ça n'écoute pas en plateau. C'est parti. On va creuser tout ça dans l'expression orale. L'expression orale avec donc Laura Girard et avec Abigail qui est joueuse internationale de basket. 2 titres de championne de France, 1 titre de championne d'Italie. C'est ça. Rien que ça. Comment va la blessure? La blessure avance. Ça avance. Ça fait 5 mois que je me suis fait opérer du genou. Et donc là, je poursuis ma rééducation. Juste avant le mondial, au grand dame de l'équipe de France, j'ai l'impression que le mondial et vous, c'est décidément une histoire un peu compliquée. Effectivement, les 2 derniers mondiaux ne m'ont pas réussi. Ouais. J'ai été opéré à chaque fois un peu avant ou un peu après. Ouais. Donc malheureusement, je n'ai pas pu saisir mon opportunité. Ouais. Comment ça se passe dans la tête justement dans ces cas-là? À quoi on se raccroche? On se dit quoi? Allez, je me tape, je me bats, je me requinque et j'ai bien sûr en objectif, en ligne de mire les JO? Ce que moi je me dis à ce moment-là, c'est que ça arrive tout simplement. C'est aller sur le terrain tous les jours, c'est aussi prendre le risque de se blesser. Ouais. C'est un sport, le basket, qui est assez intense, assez physique. Et surtout, j'ai d'autres objectifs, évidemment, parce qu'il y a l'équipe de France, mais il y a aussi le club toute la saison. Bien sûr. Et entre les 2 blessures, j'ai quand même vécu 4 saisons, dont un titre de championne de France, un titre de championne d'Italie. Donc, c'est des sources de motivation supplémentaires. Et je me dis, voilà, ça arrive, je ne suis pas la seule. Ouais. Les autres rebondissent, moi aussi. Est-ce que l'approche mentale est différente? Physique peut-être pas, mais mentale est différente quand on joue en club et quand on joue avec l'équipe de France. Et en quoi c'est différent? En quoi ça change? C'est différent parce que c'est pas les mêmes enjeux. En club, je dirais quand même que c'est un travail qui dure assez longtemps. Donc c'est sur toute l'année au moins. On est avec un groupe. On n'est pas trop dans cet esprit aussi d'aller chercher sa place, parce que l'équipe est déjà faite dès le début de la saison. En équipe de France, on représente quand même la France. Il y a le maillot, il y a le drapeau, donc il y a plus de symbolique derrière, je dirais. On la ressent plus cette pression sur l'équipe de France, ou c'est vous qui vous la mettez du coup? Je pense qu'il y a quand même plus de pression quand on va en équipe de France que lorsqu'on est en club. En club, on signe, on sait pourquoi on y va, on est là pour une mission bien précise. En équipe de France, c'est aussi le cas, parce que les coachs nous disent ce qu'ils attendent de nous. Mais il y a quand même ce côté de sélection, en fait. On doit aller chercher sa place, on doit se battre pour. Et on compétit aussi pour un objectif qui est bien plus important que le nôtre, à savoir de défendre l'équipe nationale, quoi. Chez les gays, le basket, c'est une histoire de famille? Gay. J'ai dit quoi? Gay. Les gays? Chez les gays. Chez les gays, alors oui, on est 4 enfants. Et les 4 ont fait du basket. Donc j'ai ma petite sœur qui joue en 2e division à Aulnois. Astou, ouais. Astou, voilà, c'est ça. Il y a Cher, mon petit frère, qui joue lui en U17 région élite à Créteil. La pression. Voilà. Et j'ai ma petite sœur Mam qui, elle joue à Orly, donc mon premier club de basket. D'accord. En U12 ou U13. C'est vous qui les avez inspirés? Alors ma petite sœur et moi, on a 3 ans d'écart, on s'est inscrits la même année au basket et les autres nous ont suivis. Voilà. Et qu'est-ce qui vous a donné envie de vous inscrire au basket justement? Je dirais le destin, honnêtement, parce que moi j'ai toujours été sportive depuis que j'ai 4 ans. Je fais du sport, mais tout le monde me disait Abi, fais du basket, t'es grande, parce que moi à 12 ans je faisais 1m82. Ah ouais, déjà. Donc j'ai impressionné déjà physiquement. Et du jour au lendemain, je me suis dit pourquoi pas le basket? Ça fait des années qu'on m'en parle. J'ai fait de l'athlétisme, j'ai fait du badminton, du handball, j'ai fait plein de sports, mais jamais de basket, hormis quelques shoots à côté de la maison. Ouais. Mais il y avait d'autres sports collectifs que vous avez testés? Handball. Et j'aimais beaucoup le hand. Et qu'est-ce qui vous a fait finalement choisir le basket? Qu'est-ce qu'il y avait de plus Alors dans le basket? Je pratiquais le hand avec l'UNSS, donc j'étais plutôt pas mal en plus, et le basket en club. Et j'ai eu la chance, en fait, après ma première année de pratique, d'être intégrée au Pôle Espoir Île-de-France. Et donc j'ai été sélectionnée, et là, c'était... J'avais un choix à faire, évidemment, et j'ai choisi le basket. Comment on concilie basket et études à haut niveau, justement? Est-ce que ça se fait facilement, intelligemment en France?
Oui, en tout cas jusqu'au bac, c'est fait intelligemment. C'est-à-dire que moi j'ai intégré donc le pôle espoir, j'ai fait le pôle espoir de 13 à 15 ans, ensuite l'INSEP de 15 à 18 ans. Et dans ces deux structures-là, il y avait un réel accompagnement, c'était vraiment sport-études. L'un n'allait pas sans l'autre. Vous avez fait bac S, c'est ça? Non, ES. ES, pardon. J'ai eu le bac ES. Mais le problème, c'est qu'à partir de 18 ans, donc là on se retrouve livré à nous-mêmes. Moi je deviens professionnelle à l'âge de 18 ans, je vais à Toulouse. Et là, si de mon plein gré, je ne décide pas de continuer mes études, je n'ai aucune obligation. Et en plus de cela, les accompagnements à l'époque n'étaient pas aussi, je dirais, performants qu'aujourd'hui. Il y a eu beaucoup de progrès en 10 ans. D'accord. Mais ça part vraiment de la volonté personnelle. On comprend quand qu'on veut en faire son métier? On le comprend... Très tôt, moi, je pense dès l'INSEP. Dès l'INSEP, on côtoie vraiment le très haut niveau. On a la chance de voir de grands athlètes au quotidien, des Teddy Riner, des Christine Aron. Donc on se dit... Et ça, pas que dans sa discipline. Non, pas que dans sa discipline. Donc de les voir tous les jours, c'est une vraie motivation. Et puis aussi, on a un œil sur la Ligue féminine. On nous amène de temps en temps voir des matchs, etc. Donc ça nous donne envie, très rapidement. On suit aussi l'équipe de France et ça motive. Laura, qu'est-ce qui t'a donné toi envie de commencer le basket? C'est une histoire de famille aussi ou pas? Alors, pas du tout. Je suis la seule à faire ça dans ma famille, mais c'est un dessin animé qui m'a donné envie. C'est les Kangoo Juniors. Ah oui. Waouh, je m'y attendais pas. Ouais. C'est vrai, c'était des basketteurs. Bah oui. Et mais je trouvais ça incroyable. En plus, il y a un personnage qui s'appelle Tiffany, une petite blonde aux yeux bleus, donc je m'identifiais vachement. Et puis je trouvais ça incroyable. Et t'as commencé à quel âge du coup? À 7 ans. À 7 ans. Et alors à 7 ans, est-ce que tu te souviens de tes premiers cours? Waouh, j'étais pas prêt. J'étais pas prêt. Ah ouais, faut même zoomer là, c'est magnifique avec le numéro 5. À l'époque, t'étais meneuse? Non, t'étais partout. On se plaçait. Je crois qu'on a même des images. On a même des images avec effectivement Laura Girard en action. Attention, on va commenter les mecs. Oui, c'est cette fameuse image où elle dunk. Regardez ce mec. Regardez. Seulement. Interception. Justement. Qu'est-ce que tu ressens à ces moments-là quand tu es toute jeune? On voit la marque, c'est magnifique. Qu'est-ce qui te séduit tant dans ce sport, justement? Déjà, c'est un sport d'équipe. Et j'aime vraiment, j'adore ça. Je préfère être avec les autres parce qu'on gagne ensemble, on perd ensemble. Et puis, le basket, j'aime bien la mentalité du basket. C'est-à-dire, c'est quoi la mentalité du basket? C'est pas comme... il y a vraiment beaucoup de respect, beaucoup de fair play entre les joueurs, entre les équipes adverses. Et je trouve ça différent par rapport au foot où souvent il peut y avoir une animosité. Même l'arbitre, je trouve qu'il est quand même beaucoup plus respecté au basket. D'accord. Je sais pas si Abby est d'accord avec moi. On touche pas l'arbitre au basket. Au rugby, c'est ça. Au foot, c'est beaucoup plus compliqué. C'est vrai. Abby? Au basket, la moindre réflexion, c'est technique. C'est limite. C'est même difficile de discuter avec l'arbitre parfois. Donc, il faut vraiment y aller de manière. Des fois, tu te prends une technique, tu dis j'ai juste respiré. J'allais dire quelque chose, j'ai pas eu le temps. Le fait de se un peu le ton, tout de suite, on se fait calmer par l'arbitre. Et heureusement, j'ai envie de dire. Oui. Mais avoir l'esprit d'équipe, c'est primordial pour jouer au basket. C'est sûr. C'est sûr, sans esprit d'équipe, il n'y a pas d'équipe, tout simplement. C'est les individus qui composent les uns à côté des autres et il n'y a pas de résultat. Quel souvenir, justement, tu gardes de ces premières années en amateur, toi? On s'entraîne toute la semaine, justement, pour aller défier les équipes du département, de la région. Il y a ce côté-là aussi. Ouais, c'est vrai que les entraînements, après, quand on est petit, on n'a pas énormément. Mais souvent, c'est 1 ou 2 par semaine, ça dépend. D'accord. Mais même aujourd'hui, c'est encore 2. Mais c'est vrai qu'il y a ce truc où même quand il y a beaucoup de joueurs dans l'équipe, faut aussi gagner sa place pour être dans les 10. Et du coup, forcément, on essaye d'aller le plus possible aux entraînements pour essayer de faire partie de l'équipe. Ça attise l'esprit de compétition? Bien sûr, oui. Ouais. Pour nous, les entraînements, en tout cas en pro, c'est toujours de la compétition. Parfois, les entraînements sont même plus durs que les matchs. J'ai été dans des équipes où les entraînements étaient plus âpres parce qu'on a envie de gagner sa place, on veut être la titulaire, on veut jouer plus le week-end. Même si on est dans la même équipe, il y a quand même un esprit de compétition entre nous. C'est pas uniquement avec l'adversaire, c'est aussi la réalité du... Mais pour toi, tu as le sentiment que c'est quelque chose que tu avais dans la peau, l'esprit de compétition, ou c'est quelque chose qui est venu avec le temps, avec peut-être la prise de conscience de tes capacités? Non, je l'ai toujours eu, en tout cas très rapidement. Ayant pratiqué le sport depuis 4 ans, j'ai toujours voulu être la meilleure. Non, mauvaise perdante, non, pas mauvaise perdante. Mais j'aime pas perdre. Tu ne laisses jamais gagner tes petits frères, tes petites sœurs. Je suis pas mauvaise perdante, mais je déteste perdre. Je ferai tout pour ne pas perdre. Après, si je dois perdre,
j'accepte. D'accord. Ça dépend de l'adversaire. S'il est meilleur que moi, je l'accepte. S'il est moins bon... On a 2 gagnantes en plateau, regarde. Je déteste. Attention, elle monte. Hein. On n'est pas mauvaise perdante, mais juste perdre la défaite. Et après, c'est la famille qui prend cher tout le week-end. Quand t'as perdu le match le dimanche matin. Ne parlez pas. On va encore passer un dimanche problématique. Quel est le titre dont tu es le plus fier ? Je dirais le 2e titre avec Basketland. D'accord. Ça a été une année... on n'était pas pressenti déjà pour le titre, ça c'est la première chose. On faisait partie des clubs avec... peut-être pas le plus petit budget, mais on n'avait pas le meilleur budget, le plus grand budget de la Ligue. À titre d'exemple, cette année, Lyon avait 2 fois notre budget. Et on bat Lyon en demi-finale, il me semble, avec un bon écart en plus. Donc vraiment, on avait une équipe de vaillants, de résilientes et surtout des belles valeurs. J'ai beaucoup aimé jouer à Basketland parce qu'on avait... une équipe sur les 2 années vraiment de bonnes personnes, de belles personnes. Et je pense que c'est aussi le travail du staff qui a su trouver des choses complémentaires, à la fois sur le terrain et en dehors. Pour créer une belle alchimie. Pour créer une belle alchimie entre nous. Une véritable équipe. Et donc du coup, même quand ça a été dur, on a toujours su retrouver les ressources nécessaires pour rebondir. Dans quelle mesure le basket révèle sa propre personnalité, justement ? Et toi, tu es qui sur le terrain ? Moi, sur le terrain, qui je suis ? Je suis un point d'ancrage. Quelqu'un, je pense, sur qui on peut compter. Je réponds toujours présent. Un leader naturel. Plus ou moins de réussite. Hein. Mais je suis toujours là pour l'équipe. C'est-à-dire que je n'aime pas abandonner les gens, que ce soit sur le terrain ou en dehors. Donc je suis celle sur qui on peut compter, c'est sûr, que ce soit en attaque ou en défense. Et j'irai un point de repère, en tout cas, parce que je fixe pas mal de joueuses de par mon poste et par ma on rappelle que tu joues au poste de pivot, voilà. Le centre. C'est ça, donc je fixe pas mal de joueuses, donc je suis en mesure de finir, mais aussi de redistribuer la balle. Et c'est quelque chose que j'aime faire aussi, quoi. C'est un peu ma nature aussi en dehors du terrain. Laura, tu es quel type de joueuse sur le terrain ? J'ai envie de dire hargneuse. Je t'ai jamais vu jouer, mais j'ai vu 2-3 actions. À 7 ans déjà, j'ai fait oula. Avec le petit saut à la fin. Ouais, voilà. Plutôt agressif parfois. Enfin, j'ai pas peur de rentrer dedans. Il y a un ballon qui traîne par terre, je me jette. Arracher le ballon, j'adore ça, vraiment. Mais je suis pas trop la même personne en fait dans la vie que sur le terrain. C'est un peu comme les gens au volant, tu sais, tu te transformes. Voilà, c'est ça. Je donne ma vie sur le terrain vraiment, mais pour l'équipe et je me bats à fond. Et même si on est en train de perdre, on a la tête sous l'eau, faut toujours garder espoir, toujours la tête haute. Toi, tu es le genre de personne qui doit crier après tes coéquipières, je sens. Ah non, ça par contre, non, jamais. Bon, je garde bon soldat. Voilà, je garde intérieurement, mais. Bon, j'avoue, c'était moi. Irina. Oui, c'est un sport physique avec peu de contact. On l'a dit, on peut facilement. Oui, avec peu. Ça, c'est des idées reçues. On peut facilement se blesser. On l'a vu avec Abby, mais avec toi aussi, tu te blesses souvent lors des matchs. Ça arrive souvent. Après, j'ai pas eu de grosses blessures, mais souvent c'est des entorses aux doigts ou aux chevilles. Mais j'ai jamais eu de choses graves. Je touche du bois, mais souvent c'est des entorses chevilles et doigts. C'est un sport agressif, de contact. Non, mais c'est vrai qu'on regarde la télé, on ne voit pas forcément les. On ne voit pas trop sur le terrain parce qu'il y a quand même des règles où on ne peut pas s'accrocher comme au hand. Mais c'est vraiment un sport qui est très physique. Des petits coups, faut pas croire vraiment. Petits coups de coude. C'est ça, les coups de coude. Traitement. Rien qu'aller au rebond, il faut pousser la joueuse, il faut résister au sol, sauter dans les airs aussi. Tout en maintenant le contact, c'est pas évident. Donc c'est un sport qui est physique. Hein. Je ne suis pas d'accord. C'est un sport qui est effectivement très physique. Comment on développe son QI basket, son QI basket? Alors je pense beaucoup par l'observation. Je pense vraiment par l'observation de ses coéquipiers dans un premier temps. Donc savoir comment les filles aiment jouer pour pouvoir s'adapter aussi. Regarder d'autres matchs. Alors c'est ça. Il faut regarder d'autres matchs, il faut étudier les vidéos, il faut manger du basket. On fait beaucoup de vidéos. Quand on a un match 2 fois par semaine, on a au moins une séance avant chaque match. Donc on a 2 à 4 séances vidéo par semaine. D'accord. Il y a des coachs qui en mettent même tous les jours. Oui, il y a des fous de la vidéo. Il y a des fous de la vidéo. Tiens, tu rentres chez toi, je t'ai fait livrer quelques vidéos mais on a pour le dessert. La vidéo fait partie de l'entraînement. Il n'y a pas que sur le terrain, il y a aussi en dehors du terrain. Connaître son adversaire. On le scout, comme on dit. C'est-à-dire avant les matchs, on prépare l'adversaire collectivement, individuellement. Avant chaque match, je dois savoir, moi, ce que mon vis-à-vis va faire. On étudie effectivement tous les adversaires. Comment on améliore son QI basket? Je parle à l'Hélière et surtout à l'ancienne meneuse que tu étais.
Puisque le meneur au basket, pour ceux qui ne le savent pas, effectivement, c'est lui qui est censé gérer la pression, gérer l'équipe et organiser le jeu. C'est ça. C'est ce que j'ai préféré faire. Meneuse, vraiment, je trouve ça incroyable comme poste. Pourquoi ? Parce que c'est lui qui fait le jeu et puis il y a vraiment... je sais pas, c'est lui qui fait le jeu. T'as le sentiment de voir les actions avant ou de mettre en fait, il faut tout anticiper. Et je trouve ça vraiment incroyable. Quelle est la relation de pivot avec le meneur, Abby ? Elle est très importante. Souvent, on dit que les bonnes équipes, les grandes équipes, sont celles qui ont un bon axe 1-5. C'est-à-dire que quand le poste 1 et le poste 5 ont une bonne connexion, souvent l'équipe joue mieux. Et j'ai eu à le constater. J'ai vraiment eu à le constater. Les équipes dans lesquelles j'ai joué et où on a pu gagner des titres ou être performantes, c'est là où il y avait vraiment une vraie collaboration entre le poste 1 et le poste 5, qui sont en fait, je pense, deux des postes les plus importants sur le terrain. Que vaut le basket français aujourd'hui, à l'échelle européenne et même mondiale ? Alors, le basket français est un basket, je pense, leader sur la scène internationale. On le voit chaque année sur les différentes compétitions, chez les hommes, chez les femmes. On revient toujours avec des médailles. C'est vrai. En club aussi, sur les championnats d'Europe, donc Euroleague, Eurocoupe aussi, on est assez performant. Donc je pense que le basket français se porte bien. Il y a un savoir-faire français, d'après toi ? Il y a une culture française du basket ? Il y a un savoir-faire français. Et je pense aussi que la chance de la France, c'est la diversité. C'est-à-dire qu'on a des profils qui viennent de partout, de chaque continent en France. Et ça, c'est une réelle force pour l'équipe nationale, on le voit. Pour les clubs aussi, donc c'est la chance qu'on a aussi, je pense, cette diversité. Des fois, je me promène dans certaines villes, Abby, et je trouve pas de panier de basket. Je ne vais pas citer la ville où moi j'habite, mais je ne trouve aucun panier de basket. J'ai posé la question, apparemment, c'est pas pour des problèmes de budget, c'est pour des problèmes de sécurité, parce qu'il y a déjà eu des accidents par le passé où c'est vrai que, tu vois, à force de jouer avec telle ou telle personne qui va se matcher, dunker, et qui s'agrippe, et puis patatras, ça peut causer des accidents. Et dans certaines villes, je vois ils sont de plus en plus clairsemés. Est-ce que tu trouves ça dommage ? Alors que dans d'autres villes, juste à côté, je ne les citerai pas, il y a des paniers de basket partout. Je pense que c'est dommage parce qu'effectivement, le basket est un sport accessible. C'est-à-dire il suffit de deux paniers, un ballon. Même un joueur peut s'entraîner seul, un panier. C'est ça, même un panier. Donc c'est un sport qui est très accessible, peu coûteux pour les familles aussi. Donc c'est un sport qui peut vraiment être pratiqué par tous. On a les handi-basket, donc en fauteuil. C'est vraiment un sport qui peut être pratiqué par tout type de personnes. Donc c'est dommage de pas investir dessus. Après, je peux comprendre les problèmes de sécurité. Oui, parce que du coup, après, c'est la responsabilité du maire. Et c'est vrai que du coup, j'ai vu... Mais bon, je pense qu'il y a quand même il y a plus de chances que ça se passe bien que l'inverse. Donc, on croise les doigts. L'info en plus, Irina. On connaît le basketball, mais on ne connaît pas le slam ball. Oui, le slam ball, c'est un sport qui mélange le basket et le foot américain. Il a été créé dans les années 2000 par Mason Gordon et il se joue sur des trampolines. Il y a 4 trampolines devant chaque panier et le terrain central sert de neutralité. Alors le match est coupé par 4 quarts-temps de 6 minutes pendant lesquels on peut marquer des paniers à 3 points en dunkant ou à 2 points si on ne réalise pas de dunk. Les joueurs peuvent évoluer à 3 positions différentes, donc le meneur de jeu, le marqueur et le stopper qui est l'ultime rempart défensif. Contrairement au basket, donc cette discipline accepte les contacts et ils sont parfois très violents. C'est pourquoi ils portent des tenues comme les footballeurs américains. Et il existe même une fédération française de slam ball qui a été créée en 2020. Aux États-Unis, le sport a un peu disparu des radars, mais son créateur Mason Gordon a révélé récemment que le slam ball revient cet été. Donc on peut s'attendre à une nouvelle vague de slam ballers d'ici les prochaines années. Mason, il y croit encore. C'est bien. Les États-Unis, ça reste, on le sait, la Mecque concernant le basket. Pour les basketteuses et les basketteurs, ils ont quel statut là-bas ? C'est encore aujourd'hui une autre dimension ? Ah oui, surtout la NBA, je dirais. La WNBA, peut-être un peu moins quand même que les hommes, bien moins même. Les budgets, les salaires ne sont pas du tout les mêmes. Mais la NBA, il y a une vraie ferveur. C'est un des sports phares aux États-Unis, une des ligues phares. Il y a encore un fossé des salaires des équipes qui jouent en Euroleague ici et en WNBA là-bas, chez les femmes ? Comment dire ? La WNBA, c'est une ligue qui est assez fermée et qui
qui va de mai à octobre à peu près. Donc c'est relativement court. Beaucoup de joueuses américaines viennent en Europe justement pour continuer la saison et entre guillemets compléter leur salaire parce que ce n'est pas suffisant en fait. Hormis les superstars en WNBA, les salaires ne sont pas fous aux États-Unis. Donc elles viennent en Europe où elles seront bien mieux payées pour la plupart que si elles étaient restées uniquement sur leur salaire américain. Donc c'est la NBA qui reste le sport roi. En quoi c'est un monde à part? Que vous disent justement ces Français, tous ces Français qu'on connaît, à commencer par Tony Parker, qui ont justement côtoyé les sommets? La NBA, c'est une vraie institution aux États-Unis qui marque la société à la fois par la pratique sportive, mais même sur son engagement sociétal. C'est une ligue qui est très forte, qui a beaucoup de pouvoir, qui a beaucoup d'influence aux États-Unis, même dans le monde. On peut le voir. Les Kobe Bryant, les LeBron James, les Michael Jordan et tous ces grands joueurs ont vraiment révolutionné le sport mondial. Donc, et pas que basket. C'est une vraie culture qui a développé le basket aussi. Donc, ça fait rêver beaucoup de personnes, dont moi. Ouais. C'est ça, vous aviez plus jeune des idoles masculines ou féminines? Surtout féminines, mais j'ai beaucoup regardé aussi sur les hommes, évidemment. Je n'ai pas fait de distinction quand j'étais plus jeune. Ouais, c'est un homme, une femme, non. D'accord. J'allais naturellement vers ce qui me J'aimais le joueur, la joueuse, voilà, bien sûr, ouais. Effectivement. Et des pivots ou des ailiers Moi, j'aimais beaucoup Karim Abdul-Jabbar, le skyhook, c'est ce que je faisais le plus quand j'étais plus jeune. Olajuwon. Karim Olajuwon aussi, bien sûr. Vraiment très, très fan jusqu'à aujourd'hui. Donc des joueurs très techniques. Hein. Très techniques. Et moi, c'est ça que j'aime, en fait. Très classe, très technique. Ça, très classe, très technique, plus que le côté forcément athlétique. C'est pas ce qui m'impressionne le plus. Mais de voir des gens maîtriser une certaine technique, je trouve que c'est beau. Et quand on connaît le basket, on a d'autant plus l'œil pour le voir. Donc je trouve ça intéressant. Hakeem the Dream Olajuwon. Et toi, c'était qui tes idoles? Moi, Tony Parker. Tony Parker. J'étais fan, j'avais un poster de lui et tout. Et tout ce que dès que je le voyais à la télé. Poster sur le mur ou sur le plafond? Parce que c'est connu ça, c'est ceux qui mettent les posters sur le mur, quand tu dors dehors, comme ça. Non, sur la porte. Ah, sur la porte. Ce sont un peu cachés parce que... En plus, les posters des basketteurs, tu sais, des fois, ils te donnent en taille réelle. Ah oui, mais ça prend immense. Immense, t'as juste pas la place dans ta chambre, tu sais. C'était un peu... En 88, ça aurait été grand. C'était compliqué. Quelle est la suite pour toi pour cette saison? Bien sûr, il y a la période de convalescence. Et tu penses pouvoir reprendre à temps? Alors, reprendre pour la saison prochaine. D'accord. Je me suis blessée en août 2022. Donc, d'emblée, je savais que j'en avais pour une saison entière. Donc, je me suis préparée très rapidement mentalement et je suis passée à autre chose. Donc, là, les prochaines échéances, c'est surtout retrouver un genou sain, un corps sain et puis pouvoir être en mesure de reprendre la pratique. Et puis après, tous les petits projets extra-sportifs que je mène depuis plusieurs années. Justement, c'est quoi Terran Gabi? Alors Terran Gabi, c'est une association que j'ai fondée en 2018, donc qui a pour but de sensibiliser les jeunes filles au Sénégal à travers le sport, donc à travers le basketball. Donc cette association fait la promotion de la confiance en soi, de l'estime de soi chez les jeunes filles, et c'est un réel combat que je mène et auquel je crois, parce que ce sont des valeurs qui nous poussent en fait, peu importe d'où l'on vient, pour atteindre nos objectifs. Et tu as quel retour d'expérience justement là-bas, sur le terrain au Sénégal? Alors j'ai un retour très positif, on a accompagné 120 jeunes filles aujourd'hui. Même un peu plus de 120 parce qu'on a été aussi en Côte d'Ivoire, donc presque 200 jeunes filles. D'accord. Et les retours que j'ai, c'est que vraiment les filles ont un nouveau regard sur leur confiance en elles-mêmes, sur leur estime d'elles-mêmes. Et surtout, moi, le focus que j'ai apporté sur ce projet-là, c'est la lutte contre la dépigmentation volontaire de la peau, qui est une pratique très courante en Afrique, et notamment au Sénégal. Donc, à travers cette campagne de sensibilisation, ces formations... Avec des crèmes, avec la cortisone? Des crèmes, voilà, avec l'hydroquinone, avec pas mal de produits chimiques qui décapent la peau, tout simplement, pour répondre à des esthétiques de beauté bidons, tout simplement, et surtout très dangereux. Donc, on veut vraiment, nous, accompagner les jeunes. Avec des dégâts irréversibles, surtout. Non, mais des dégâts irréversibles, bien sûr. Donc, des cancers de la peau, mycose, gale, diabète. Donc, nous, on veut vraiment accompagner les filles, leur dire, écoutez, ayez confiance en vous-même, vous valez plus que votre peau, que ce que l'on pense de vous. Essayez de vous développer pour vos qualités intrinsèques et puis avancer, foncez. C'est bien au-delà du sport, mais est-ce qu'on peut imaginer aussi des développements sur le continent africain concernant
le basket, pourquoi pas, pour repérer des pépites, que ce soit, vous l'avez dit, au Sénégal ou en Côte d'Ivoire? En fait, on met cette sensibilisation, nous, on la mène à travers des camps de basket. Donc, évidemment, ce sont des basketteuses qui viennent, qui participent à nos camps. Donc là, aujourd'hui, on vise aussi les non-sportifs, parce que c'est la grande majorité quand même des enfants au Sénégal et sur le continent africain. Mais on a pour vocation aussi d'amener cette touche sportive, parce que je suis basketteuse et c'est un sport que j'aime beaucoup. Un grand merci, Abby. Merci, un grand merci d'être venu nous voir aujourd'hui. Merci. On vous a rendu hommage. Cette veste, notamment, vous avez... Je vois ça, j'apprécie beaucoup. Merci. Je sais qu'on est très pressé, mais je ne sais pas si on peut revoir la petite photo de Laura Girard sur le podium. Oui. Si on peut finir l'émission, Laura Girard sur le podium, sur la plus haute marche, bien évidemment, du podium. Hein, voilà. Toute fière. On y est, les copains. Regardez. Le regard de winneuse. Ça, c'est un week-end où tu avais gagné. Ta famille a passé un bon week-end? Oui, clairement. Merci à tous les quatre d'avoir été, à toutes les trois d'avoir été avec nous. Irène, on se retrouve dès demain. Et Abby, encore un grand merci d'être venue nous voir aujourd'hui. Merci à vous. C'était super, Laura. Ouais, c'était top. À très vite. Ciao.